En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous pour le deuxième épisode de la visite des remparts d'Angoulême, du moins le parcours sur les remparts d'Angoulême avec ce que nous voyons et puis des rappels avec l'histoire et tout ce qui s'est passé ici. Et à chaque fois, nous découvrons des petites choses que nous ne connaissions pas forcément et c'est grâce à Florent Gaillard, notre historien, conférencier, directeur du musée du papier et directeur des archives de la ville d'Angoulême, que nous continuons cette belle balade. Et je sais que vous appréciez beaucoup quand Florent nous guide à travers les rues d'Angoulême. Alors, Florent, là, nous nous sommes déplacés par rapport à la semaine dernière. Nous avons derrière moi, un peu à l'arrière de ces bâtiments modernes, le lycée Saint-Paul. Ça, c'est pour situer. Gaz de Balzac est juste à côté. Il y a la grille du jardin vert qui s'ouvre sur ce jardin, justement. Et vous avez envie de nous parler de quoi ici ? Eh bien, bonjour Jean-Michel, très heureux de vous retrouver. C'est toujours un plaisir de vous guider dans cette ville. Vous voyez, le soleil est toujours au rendez-vous. La semaine dernière, on a toujours ce ciel magnifique et le chant des oiseaux. Le chant des oiseaux, il ne faut pas l'oublier en Charente, mais pas non plus, bien sûr, à Angoulême. Juste derrière moi, vous avez l'esplanade de Beaulieu, cette grande place devant le lycée qui est terminée par le monument aux morts dédié aux morts des guerres et signé par Roger Balex. Cet espace a toute une histoire. C'est le premier jardin public d'Angoulême qui a été aménagé par l'intendant de Bernage au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, à l'époque où on va arraser les remparts à hauteur d'appui pour bénéficier de la vue. Au fond, c'est à partir de cette époque-là, on va commencer à découvrir cette vue merveilleuse des remparts et que les Angoumoisins et les Angoumoisines vont prendre l'habitude de faire ce tour des remparts qui va devenir une promenade traditionnelle dans l'histoire de la ville que les Angoumoisins ont repris pendant le confinement parce que l'on pouvait moins bouger, repris à découvrir tous ces horizons verdoyants. Et quelque part, on comprend mieux lorsqu'on est ici la phrase d'Honoré de Balzac. Vous savez que lorsqu'Honoré de Balzac est venu à Angoulême, il s'est promené ici avec Albéric II et il a dit à ce jeune d'Angoulême, qui deviendra un célèbre journaliste et homme de littérature, « Ici, monsieur, la vue est aussi belle que depuis la terrasse de Saint-Germain. » Entendez Saint-Germain-en-Laye, bien sûr, cette longue terrasse avec la vue sur Paris et sur la vallée de la Seine. Eh bien, on peut dire la même chose ici. Vous voyez, Honoré de Balzac a aimé, et il n'est pas le seul. Des grands auteurs, des grands écrivains, je pense à Maurice Genevoix, Théophile Gautier, bien sûr. Ici se sont promenés le grand archi-chancelier Cambacérès, lorsqu'il est venu à Angoulême, comme ça, déambuler le long des remparts, et s'est extasié du haut de cette, quelque part, ce promontoire, cette première montagne après la mer, comme certains appellent Angoulême, cette espèce d'acropole angoumoisine qui domine tous ces espaces. Donc là, nous sommes au midi. La semaine dernière, nous étions plutôt au nord. Et là, donc, on regarde, vous voyez, vers le sud, vers la mer aussi. Et on retrouve toujours la vallée de la Charente à l'horizon, la vallée de l'Anguienne, de ce côté, qui ceinture le plateau rocheux d'Angoulême. Les horizons de bois aussi, le bois de Saint-Martin juste en face, le lycée de l'image et du son, le LISA à ma campagne. On a la chance, d'avoir cet écrin de verdure qui se continue. C'est peut-être aussi la magie d'Angoulême. Et c'est pour ça que ces remparts qu'on retrouve sur le blason de la ville d'Angoulême constitue quelque part l'identité même de cette ville. Et Dieu sait qu'ils sont aimés et peints par les plus grands peintres. Je pense à Maurice, bien sûr, Utrillo aussi, qui s'est marié juste en bas dans l'église Sainte-Ozone, a peint bien évidemment ce quartier. Donc c'est toute une histoire aussi qui est là. Et Sainte-Ozone nous rappelle aussi le premier évêque d'Angoulême, qui est lui aussi, on pense, au 3e, 4e siècle, a apporté la religion chrétienne ici, le christianisme. Oui, et l'ancienne Nationale 10 qui passe en bas, les bâtiments de Leroy Sommer, devenu Nidec, et puis la voie de chemin de fer et tout ça nous mène, vous disiez vers la mer d'un côté, mais vers Bordeaux aussi. Vers Bordeaux, bien sûr. Angoulême regarde beaucoup vers le sud plus que vers le nord. Angoulême, c'est une ville de tuiles plus que d'ardoises. Donc c'est une ville un peu méridionale. Et c'est vrai que ce charme, d'ailleurs, a été chanté par Théophile Gautier qui a dit « Angoulême est cette espèce de faux air italien ». Et c'est vrai, quand vous voyez ce paysage, quand vous arrivez ici, vous voyez ces remparts, ces peupliers d'Italie, et on pense à quelques villes d'Ombrie.
Alors, un faussaire et un vrai historien avec nous, quelle chance. Et si je me penche, eh ben, c'est le jardin vert, où quand j'étais enfant, il y avait un pauvre otari. Nous, on trouvait ça très sympa, mais lui, il ne devait pas avoir beaucoup d'espace dans son petit bassin. Oui, il y a toutes sortes d'animaux. C'est un jardin, comme on les aimait les aménager, vous savez, au 19e siècle, à l'époque de Napoléon III, qui est toujours entretenu par mes collègues de la ville, qui font un très beau travail pour rendre quelque part cet espace, vous voyez, qui serpente le long de remparts, beaucoup de charme et qui permet aussi aux Angoumoisins d'aller se rafraîchir. Et ceux qui attendent à la clinique Saint-Joseph de venir prendre un petit peu l'air. Voilà. Tout le monde Alors, trouve ça. c'est ça. Moi, je pensais, en vous écoutant, j'apprends bien sûr des choses. C'est aussi le but de cette émission. C'est que je pensais que la destruction, enfin en tout cas le réaménagement des remparts pour qu'ils ne soient plus Carcassonne, entre guillemets, c'était plutôt le 19e siècle que les bourgeois d'Angoulême voulaient se promener en ayant une très jolie vue. Mais vous dites c'est en 1699. Oui, tout a commencé ici sur l'esplanade de Beaulieu et après la ville a continué. Vous savez, les guerres étaient terminées, on sortait des guerres de religion, on sortait de la Fronde, la France était quelque part en paix. Donc c'est à partir de ce moment-là, si vous voulez, que la ville et les habitations, au lieu de regarder vers l'intérieur, comme c'était le cas avant, voilà, de se fermer, protégées par ces remparts qui étaient beaucoup plus hauts qu'un chemin de ronde, eh bien quelque part ont été abaissés pour profiter du panorama de la vue. Et à ce moment-là, tous ces beaux hôtels particuliers ont commencé à la fin du XVIIIe siècle et beaucoup au XIXe siècle et jusqu'à la période Art déco. Vous avez une très belle maison aussi devant vous ici dans ce style Art déco. Eh bien, ces maisons-là se sont élevées pour bénéficier de la beauté de ce site. Alors on passe sur ces remparts à des endroits où il y a des bancs, où on peut s'installer. Ce sont la base de tours. Vous aviez dit qu'il y avait, je crois, 70 tours ou quelque chose comme ça la semaine dernière. Plus de 75 tours le long de ces 3 km de remparts et 12 portes. Alors il ne faut pas imaginer 12 portes monumentales. Certaines portes étaient ce qu'on appelle des poternes, c'est-à-dire qu'elles étaient placées dans le rempart comme une porte dans le mur, si vous voulez. Permettait d'accéder. Il y avait juste derrière nous ici la poterne de Beaulieu. D'ailleurs, lors de travaux effectués, j'ai pu avoir le bonheur d'apercevoir l'entrée de cette porte qui a été murée beaucoup plus tard. Mais en tout cas, voilà, il faut imaginer comme une forteresse immense. Et quand on pense à Carcassonne, bien sûr, restaurée par Viollet-le-Duc, on peut imaginer Angoulême. C'était vraiment une ville sécurisée, puissante, forte, qui servait bien sûr à protéger contre d'éventuelles guerres les habitants, mais aussi contre les épidémies. Il faut oublier que lorsqu'il y avait et Dieu sait que la peste a été terrible dans cette ville, comme dans beaucoup de celles de France, bien sûr, eh bien le maire faisait fermer les portes de la ville de façon à éviter les contaminations. Oui, la quarantaine était plus vite faite qu'aujourd'hui. Oui, évidemment. Et puis les risques de propagation étaient très grands, malheureusement, avec les pouvoirs du maire qui allaient parfois jusqu'à murer les maisons et faire brûler tous les effets des personnes, notamment en période du XVIIe siècle, période de peste qui a été absolument terrible. Alors j'en profite pour saluer Laurent Morin qui nous a fait une émission spéciale sur la peste justement en Charente et ses conséquences jusqu'à aujourd'hui dans un livre qui s'appelle Maudit, qui est un roman et qu'il a écrit il y a quelque temps justement sur cette peste et ses implications. Alors revenons sur nos remparts. Là nous sommes justement à l'entrée officielle de Saint-Paul où il y a la plaque comme quoi François Mitterrand, président de la République, a étudié ici. Oui, François Mitterrand, comme une grande partie de sa famille, a été élève de cette école entre 1926 et 1934. Donc toute une scolarité, bien sûr, aux côtés de grandes figures de l'histoire également, comme le général de Bénouville, résistant bien célèbre, et d'autres grands personnages de l'histoire. École fondée en 1878, qui existe encore aujourd'hui. Et on peut retrouver les hommes célèbres de notre département dans votre émission chaque semaine sur RCF qui s'appelle « Ils ont été célèbres » et que vous faites depuis de nombreuses années. Alors moi j'aurais envie de vous demander, puisque nous sommes sur ce rempart très construit avec des bâtiments très différents, tous ces hôtels particuliers, qui habitaient là, qui faisait construire ces hôtels, donc il y a beaucoup de styles différents. Vous pourriez nous en dire 2 mots ? Alors je vais peut-être reprendre Balzac. Vous savez, Balzac, en découvrant Angoulême au 19e, Honoré de Balzac avait dit en haut le pouvoir, l'aristocratie, le clergé, et en bas le quartier de L'Houmeau, l'économie, le commerce. Alors, c'est un peu plus nuancé que cela, mais effectivement, tous ces beaux hôtels ont été souvent élevés par des familles aristocratiques qui étaient souvent liées au maire d'Angoulême, famille de noblesse de cloche, comme on l'appelait, puisque la ville d'Angoulême accordait la noblesse au maire depuis la fin du Moyen-Âge,
et à ses descendants, donc beaucoup de ces familles de noblesse de cloches, et puis également beaucoup de représentants, aussi également des grands corps de l'État, de la magistrature, du barreau. Toutes ces maisons, effectivement, ont une histoire intéressante, et beaucoup après, au 19e siècle, avec les industriels, qui, évidemment, comme ici, on est dans une maison qui appartenait à la famille Lacroix, eh bien, se sont illustrés dans la fabrication du papier. Bien, on approche, pour que nos auditeurs sachent où nous sommes, ceux qui regardent sur Télé 16, évidemment, ont aussi l'image, mais de la cathédrale. Oui, le monument emblématique d'Angoulême, certainement l'une des merveilles de toute la France, bien sûr, et de l'Ouest et de la région de Nouvelle-Aquitaine, avec cette façade nouvellement restaurée, cette façade sculptée du début du XIIe siècle, que justement on contemple magnifiquement ici des remparts. C'est un moment de grande fierté, bien sûr, et de grande émotion d'être confronté à cette façade qui représente plus de 75 personnages autour du thème de l'ascension du Christ et du jugement dernier. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, puisque c'est pas souvent qu'on a la chance d'avoir un historien à nos côtés qui puisse nous commenter cette bande dessinée de Pierre? Écoutez, elle est l'œuvre déjà d'un évêque d'Angoulême qui a souhaité avoir une cathédrale à la dimension de son pouvoir, l'évêque Girard, et qui nous remonte quelque part au début du XIIe siècle, lorsqu'il veut une cathédrale nouvelle qui chante en quelque part sa gloire. Pourquoi sa gloire? Parce qu'il n'est pas seulement évêque d'Angoulême, il est légat, représentant, ambassadeur, si vous voulez, de plus de 4 papes, et donc il va désirer une cathédrale qui chante en quelque sorte, bien sûr, la gloire de Dieu, et surtout qui soit une leçon, une sorte de catéchisme. À l'époque, on ne sait ni lire, ni écrire, pour les personnes qui viennent devant. Donc il va représenter ce peuple de Dieu quelque part en quête de salut, et qui regarde vers le ciel. Et qu'est-ce qu'il regarde? Le Christ dans sa mandorle, entouré par le symbole des apôtres, avec les élus, et puis ceux qui ne le regardent pas, les damnés. Et juste en bas, eh bien, on a les apôtres qui sont représentés par groupe de 3 ici, et qui vont dans le monde justement porter la parole de la bonne nouvelle. Donc c'est une cathédrale exceptionnelle, puisque c'est quelque part une sorte d'évangile, hein, comme une BD avant l'heure, si vous voulez, une histoire sculptée et peinte à l'origine, puisqu'il y avait également des peintures qui ont disparu avec le temps. Elle nous est heureusement parvenue dans un état de conservation exceptionnel, même si elle a été restaurée par Abadie au 19e siècle, mais l'essentiel des statues ont été conservées. Et là, vous voyez, magnifiquement restaurées par des entreprises du patrimoine qui ont fait là un travail superbe. Je rappelle que la cathédrale est en travaux maintenant depuis une vingtaine d'années, travaux intérieurs, extérieurs, et qui mettent en valeur ce patrimoine exceptionnel. C'est vraiment 3 étoiles au guide Michelin, cette façade. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'il faut venir voir si vous ne la connaissez pas, ou la revoir, parce que justement la restauration de la façade met vraiment en valeur toutes les sculptures qu'on ne voyait presque plus parce qu'elles avaient été un petit peu salies par le temps. Donc vous voyez, le long des remparts, cette façade de la cathédrale domine tous les horizons. Il faut imaginer que à l'emplacement, là, vous voyez, au pied du rempart dont nous venons, rempart du Midi, il y avait ici une porte qui était intégralement liée au rempart et qui a été détruite au 19e siècle, tout simplement pour ouvrir la ville au commerce, aux voitures. Aujourd'hui, bien sûr, elle serait conservée. À l'époque, on l'a démolie pour, malheureusement, voilà, dégager un peu l'entrée de la ville et peut-être dégager aussi la vue sur la cathédrale. La notion du patrimoine à l'époque n'était pas celle d'aujourd'hui. La tour démolie datée du Moyen-Âge avait été enrichie au XVIIIe siècle de plusieurs éléments architecturaux magnifiques. Mais voilà, nous avons quand même des photos qui attestent de l'histoire de cette très très belle porte Saint-Pierre. Donc là, nous rejoignons un autre rempart qui est le rempart des étudiants, on pourrait dire le rempart de Zex, et parce que beaucoup d'étudiants de Saint-Paul, du lycée Guest de Balzac, du collège Jules Verne retrouvent ici leur bus. Voilà, donc c'est un lieu vivant, joyeux, où on aime se retrouver entre amis, entre camarades, le long des remparts. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Bien des arbres, des bancs. C'est l'une des très belles promenades d'Angoulême aussi, ce rempart de Zex, le long des remparts. Et là, vous allez voir une plaque qui nous rappelle aussi un souvenir important dans l'histoire de la ville. C'est bien sûr le circuit du même nom, le circuit des remparts, avec une date, vous voyez, posée ici il n'y a pas très longtemps. Ici, le 2 juillet 1939, a été donné le départ du premier circuit des remparts, qui existe toujours aujourd'hui. Alors, on parle souvent de Monaco et de son fameux circuit, mais ça veut dire que celui-ci est également très ancien.
très ancien, 1939, c'est juste, vous voyez, avant la Seconde Guerre mondiale, et il faisait partie des grands circuits comme celui de Pau, bien sûr, et de Monaco, et il continue sous une forme un peu différente aujourd'hui, mais chaque année, bien sûr, le circuit des remparts attire des dizaines de milliers de personnes dans cette ville sur les remparts, puisque le circuit est toujours ici sur les remparts et au pied des remparts. Et j'en profite pour vous montrer ici cette vue magnifique sur les rampes fleuries qui sont très parfumées au printemps, puisqu'on y voit à la fois des lilas, des arbres de Judée et toutes sortes d'arbres fleuris aménagés donc dans les glacis des remparts à l'époque au 19e siècle, où on va aménager toutes ces rues avec ces très belles maisons également qui se bâtissent au pied de la ville. Et puis, on aperçoit donc la ligne de chemin de fer qui nous mène sur Bordeaux, le golfe et également le calvaire sur notre droite, puisque nous cheminons vers la statue de Sadi Carnot. Et puis, il ne faut pas oublier de citer le chevet de la cathédrale, pratiquement, et l'ancien évêché qui est devenu le musée de la ville d'Angoulême. Bien sûr, ce sont des lieux patrimoniaux d'exception qui conservent un patrimoine monumental, mais aussi un patrimoine de beaux-arts de très grande qualité. Vous savez que le musée d'Angoulême, en plus, a une collection extra-européenne magnifique qu'il faut venir découvrir, auquel s'ajoutent des collections beaux-arts, collections d'archéologie aussi assez extraordinaires. Donc ce sont des lieux qui sont tous près les uns des autres. C'est ça qui est extraordinaire à Angoulême. Vous voyez, on quitte le lycée, on est à la cathédrale, on est tout de suite dans le musée, l'ancien évêché, et on retrouve tous ces souvenirs historiques. C'est un grand village, Angoulême, et tout peut se faire à pied. C'est vraiment un peu une ville à la campagne. Et si vous regardez, depuis tout à l'heure, on a toujours vu, en se promenant sur les remparts, des horizons de verdure. Quelle chance! Et on n'est pas fatigué, voilà, quand il y a les gens, on n'est pas fatigué. De très belles maisons sur notre gauche d'avocats et autres notables, et notamment on approche d'une maison qui m'a toujours surpris, avec ses armoiries, son côté Renaissance, où nous allons arriver maintenant. Oui, c'est une maison effectivement très historique puisque c'est dans cette demeure qu'est née, attention. Alors on a fait un tout petit aparté parce que notre caméraman Kylian Housseau a failli se casser la figure puisqu'il nous filme en reculant lui. Alors nous parlions de cette maison si particulière et de cette architecture si particulière avant d'arriver à la statue de Sadi Carnot. La maison du marquis, vous dites? Oui, le marquis de Montalembert. Ce nom résonne peut-être dans vos oreilles du côté de Ruel, la fonderie de Ruel. C'est lui qui est le créateur de cette fonderie de Ruel si célèbre qui existe encore aujourd'hui. Eh bien, il est né ici dans cette maison à la fin du règne de Louis XIV, 1714. Il était également seigneur de Maumont. On connaissait l'abbaye de Maumont en Charente. Eh bien, ici, vous aviez évidemment le lieu de naissance de ce marquis, un homme aussi des Lumières, ami de Choderlos de Laclos, lieutenant général, membre de l'Académie des sciences. Il avait à Paris un hôtel particulier exceptionnel dans lequel il y avait un théâtre. Et à la fin de sa vie, qui fut longue, eh bien, il s'est marié avec une jeune femme, très très jeune femme. Il a eu une fille. Je crois qu'il avait plus de 80 ans. Vous voyez, donc tous les espoirs sont permis en suivant le marquis de Montalembert. Et c'est vraiment l'une des belles illustrations d'Angoulême. Et c'est un de ces hommes des Lumières, comme nous les aimons Angoulême, comme le général Régnier, dont les œuvres sont nombreuses. Il avait participé aussi aux fortifications des îles de la Charente, autour de l'île de Ré, de Oléron et de l'île d'Aix. Et il demeure pour nous, bien sûr, une des grandes figures de la ville. Et cette maison rappelle le souvenir de ce grand homme. Très bien, avec ses armes au-dessus du porche. Voilà, tout à fait, d'autres familles qui ont suivi également dans ce lieu. Alors, nous approchons de cette fameuse statue qu'on ne peut pas rater, dont certains se demandent un peu qu'est-ce que c'est que ce monsieur planté avec des anges de chaque côté et qui domine la Charente, qui parfois, pas menace ruine, mais on sait qu'il y a des soucis, mais c'est déjà toute une histoire, car elle est le fruit d'une souscription, je crois, et vous allez nous dire qui est cet homme pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous savez que nous avons 2 rois de France qui ont été assassinés, Henri III, Henri IV. Et nous avons 2 présidents de la République également qui ont été assassinés, Sadi Carnot et Paul Doumer. Eh bien, il s'agit d'un de ces 2 présidents assassinés, Sadi Carnot. Pourquoi ce président du 19e siècle, du tout début de la Troisième République ici? Tout simplement parce que sa famille était établie en Charente, sa mère du côté de Chabanais. Et lorsqu'il a été assassiné à Lyon, eh bien, il a été décidé d'élever à la gloire de ce président, donc martyr de la jeune République, ce monument. On a été chercher un sculpteur d'Angoulême, Raoul Verlet, un grand architecte aussi, monsieur De Glane,
qui a réalisé le Grand Palais à Paris, pour élever ce monument magnifique. Vous voyez, au pied, vous avez la France qui pleure son président et quelque part la victoire qui donne la palme du martyr, la renommée, la palme du martyr à Sadi Carnot qui domine en haut dans son habit de président de la République avec le grand cordon de la Légion d'honneur. C'est un monument très très emblématique d'Angoulême et puis qui trouve une place magnifique le long des remparts. C'était ici qu'avaient été plantés pendant la Révolution les arbres de la liberté, qui marquait bien sûr la nouvelle ère qui commençait. Et ces arbres ayant été plusieurs fois coupés, eh bien, il a été décidé de placer ici une statue monumentale dans l'axe de l'hôtel de ville et des jardins et des allées de New York, qui marquerait quelque part l'hommage de la Charente. C'est une inauguration d'ailleurs en 1897 extraordinaire, dont nous avons les souvenirs aux archives, avec plus de 25 000 personnes qui s'étaient rassemblées ici sur cette place en hommage à ce président de la République. Pour vous rappeler un peu Carnot, c'est lui qui a fait construire la fameuse salle des fêtes de l'Élysée qu'on voit souvent, les fameuses conférences de presse des présidents et les grands dîners officiels. Qui a été refaite récemment sous l'impulsion d'Emmanuel Macron. Voilà, tout à fait. C'est le président Carnot qui est à l'origine de cette salle. D'accord. Alors maintenant, nous avons derrière nous une vue, une allée cavalière quasiment. C'est la place New York qui débouche sur le château de l'hôtel de ville aujourd'hui d'Angoulême. Pourquoi ce nom de New York ? Pourquoi ce nom de New York? Tout simplement parce que c'est le premier nom qui a été donné, le nom d'Angoulême, qui a été donné à cette ville de New York. Personne ne le sait. On connaît la Nouvelle-Amsterdam, on connaît évidemment la Nouvelle-York, mais on ne sait pas que la terre d'Angoulême a été le premier nom donné par Verrazzano lorsque le 17 avril 1524, il a découvert la baie de New York. Eh bien, il l'a baptisé du nom de son souverain qui avait financé son voyage, le comte d'Angoulême, François d'Angoulême. Donc, ce premier nom d'Angoulême a été New York. Vous voyez, c'est assez extraordinaire de voir ce lien. Et donc, lorsque un historien a rappelé cette histoire, oublié totalement, le maire d'Angoulême a décidé de baptiser cette allée du nom de New York pour rappeler que Angoulême avait été le premier nom de New York. D'accord. Elle avait quel nom avant cette place? Tout simplement l'esplanade du parc. Voilà. Ah oui, tout simplement. D'accord. Elle avait été aussi baptisée à un moment le cours d'Artois du temps de la Restauration, en souvenir du comte d'Artois, le frère de Louis XVI, ou le cours Napoléon, à l'époque du Premier Empire. On suit la politique, vous voyez. Et là, finalement, depuis 1952, nous sommes aux allées de New York. Je me demandais si on n'avait pas mis des plaques amovibles qu'on peut changer en fonction et au gré de la politique. Alors là, maintenant, nous n'allons pas sur cette place New York, nous n'allons pas jusqu'au théâtre magnifique d'Angoulême. Nous tournons tout de suite à droite et nous longeons encore le rempart et cette petite rue. Et en face de nous, nous avons des maisons qui ont beaucoup comment dire, pas de premier étage, mais de plein pied sur des étages différents. Oui, c'est tout à fait charmant. Ces remparts, vous voyez, serpentent encore, épousent la forme du rocher. On descend un petit peu, on est moins haut tout à l'heure à Beaulieu. Ce sont des remparts qui ont été élevés au XIIIe siècle, souvent par la famille des Lusignans, notamment par la fameuse Isabelle d'Angoulême, devenue reine d'Angleterre et ensuite à nouveau comtesse d'Angoulême. Des tours subsistent de ces remparts et sur l'une d'elles d'ailleurs se voit une jambe sculptée. Cette jambe sculptée fait mémoire qu'un certain Clovis, vous connaissez tous Clovis, le roi des Francs, voilà, qui avait repris la ville aux Visigoths en 508, aurait été blessé à la jambe. Les remparts s'étant ouverts devant lui, ou on ne sait pas comment, eh bien, ce témoignage historique est fixé ici dans la pierre. Et si vous regardez juste en bas ici, vous avez effectivement à côté de l'ouverture une petite jambe sculptée dans le mur, rappelant voilà qu'un certain Clovis avait été blessé ici avant de faire reconstruire la cathédrale d'Angoulême. D'ailleurs, il y a encore 2 chapiteaux dans la cathédrale qui remontent à cette époque de la cathédrale de Clovis. Donc, vous voyez des souvenirs qui remontent aux Francs, c'est-à-dire à plus de 1500 ans. Alors évidemment, le temps est passé et la ville s'est agrandie. Et comme vous le disiez, juste au pied, la rue Louis Desbrandes, du nom d'un maire d'Angoulême de la Révolution et d'un grand historien aussi. Mais vous avez ces maisons qui sont charmantes parce qu'elles sont toutes dominées par elles épousent la déclivité du terrain, mais elles sont toutes dominées par des de balustrades. Balustrades, absolument. Voilà, qui permettent de donner une certaine élégance. C'est vraiment l'urbanisme des années du Second Empire. C'est l'époque où Angoulême se développe avec ses industries. Donc Angoulême est assez riche à ce moment-là. Et donc les familles bourgeoises font construire toutes ces belles demeures, ces hôtels particuliers qui sont entre la rue et derrière des terrasses souvent suspendues et des très beaux jardins.
surtout qui bénéficie, vous le voyez, d'une vue magnifique sur le bois de Saint-Martin, aujourd'hui le golfe en partie, puis tous ces espaces verts qui sont du plus grand effet. Alors, on va terminer l'émission dans 2 minutes. On va terminer où, cher Florent Gaillard? Je vous propose de terminer du côté de la préfecture, parce que c'est un quartier qui a été aménagé après la Révolution française. Le comte d'Artois, le frère de Louis XVI, avait vendu le parc du château. Et à partir du 19e, beaucoup de familles charentaises, aristocratiques, bourgeoises, ont fait élever ici de très belles demeures. Et en 1834, l'État y a fait construire la préfecture. C'est devenu le quartier de la préfecture, lui aussi ceinturé de remparts depuis le XIIIe siècle par notre fameuse Isabelle, comtesse d'Angoulême, qui, elle, vous voyez, s'est inscrite dans la lignée de ses prédécesseurs en continuant d'agrandir et d'embellir la ville d'Angoulême. On y va. Alors ça y est, nous y sommes, cher Florent, nous sommes pas loin des jardins de la préfecture et là nous nous retournons, nous sommes toujours sur ce rempart et on a une vue absolument splendide de la cathédrale, de la coupole, du clocher, des petits clochetons, de Sainte-Ozone, du théâtre, enfin parlez-nous parce qu'on n'a plus de temps. Oui, vous voyez ici, c'est peut-être, comme vous le dites, une des plus belles vues d'Angoulême, puisqu'on voit à la fois cette cathédrale monumentale, un peu orientale, avec les restaurations d'Abadie, bien sûr le théâtre de la ville, lui aussi une œuvre du Second Empire, Sainte-Ozone à l'horizon, et puis ces différents niveaux de maisons, ces toits de tuiles chaudes, cette verdure toujours à l'horizon. On a toute la beauté d'Angoulême qui s'offre ici le long des remparts, et on comprend les poètes, les peintres, les écrivains qui sont venus rêver ici. Et je voudrais bien sûr avoir une pensée aussi ici, par exemple, pour Pierre-Jean Rémy, que je voyais souvent ici errer le long des remparts, membre de l'Académie française, grande figure du XXe siècle et angoumoisin, bien sûr, d'origine. Ou aussi Émile Roux, dont le rempart porte le nom, qui, lorsqu'il venait en famille, ce bienfaiteur de l'humanité, vainqueur de la diphtérie, qui lui aussi aimait ce tour des remparts. Donc chacun y trouve, dans cette promenade magnifique, eh bien, peut-être l'aspiration à la création, au génie, et puis peut-être, bien sûr, il trouve à assouvir tous ses rêves. Merci de terminer par le rêve. J'avoue que je vous invite, ceux qui nous écoutez ou qui nous regardez, à descendre à pied et à faire le tour. Il y a des endroits qui sont moins visibles d'accès et pourtant, il faut continuer le tour et on est émerveillé. Et comme vous disiez, cher Florent Gaillard, on est un peu dans le rêve. Merci à vous. Merci à vous, Jean-Michel. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.